Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son de Tour. Nous allons ce soir parler d'un thème d'actualité, notamment la COP21. On va essayer de poser la question. COP21, un enjeu planétaire pour quelle retombée au niveau national? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Rosalie Matondo, qui est conseiller du chef de l'État, chef du département de l'économie forestière et du développement durable, de l'environnement et de la qualité de la vie, qui est en même temps coordonnatrice du PRONAR. Bonsoir madame. Bonsoir. J'ai tout dit, hein? Oui, c'est bon. Voilà. À l'extrême droite, monsieur Jacques Ossissou, qui est coordonnateur du projet Forêt et diversification économique, ainsi que de bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Soli. À ses côtés, monsieur Jean-Joël Lometo, qui est conseiller à l'environnement auprès du ministre de l'Environnement et du Tourisme. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et enfin monsieur Ignace Tendele à l'extrême gauche. Je préfère laisser monsieur Tendele à l'extrême gauche, peut-être qu'il porte bien son statut, qui est directeur général du développement durable au ministère de l'économie forestière et du développement durable. Bonsoir monsieur Tendele. Bonsoir monsieur Soli. Voilà, le plateau étant posé, à Paris va s'ouvrir la conférence sur le changement climatique, donc la 21e conférence des partis, qui est une échéance cruciale dans le processus de négociation, dans la mesure où elle doit aboutir à un accord entre guillemets ambitieux et contraignant qui, d'après les spécialistes, qui sera mis en place à partir de 2020. Accord ambitieux parce que pour la première fois, l'objectif est de limiter le plus possible le changement climatique à l'horizon 2100 à 2 degrés Celsius. Accord contraignant, disent les mêmes spécialistes, parce que des objectifs clairs sont fixés pour chaque pays, n'est-ce pas, de respecter réellement les exigences et arriver à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. De l'Union européenne qui émet environ 10% des émissions de gaz à effet de serre par an, elle s'est fixé elle-même l'objectif de réduire ses émissions à moins 40% à l'horizon 2030. Ça serait une première étape vers la réduction des émissions de 80 à 95% à l'horizon 2050. La Russie, les États-Unis, le Canada, à l'instar de l'Europe, ont également affiché des objectifs à l'horizon 2030-2025 pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre entre 25 et 30%. D'après de nombreux spécialistes, depuis plus de 150 ans, depuis plus de 100 ans, nous sommes en train de vivre de véritables changements climatiques. Pour avoir émis tellement de gaz à effet de serre que la planète aujourd'hui est en train de se réchauffer. Au niveau de ces dérèglements, il faut limiter le réchauffement planétaire mondial à seulement 2% d'ici à la fin du siècle. Pourquoi alors fixer cet objectif? Nombreux diront qu'aujourd'hui, les changements climatiques sont au cœur de nombreux enjeux cruciaux que d'aucuns ne soupçonnent. Parce que le changement climatique a de nombreuses conséquences, tant sur la santé, sur les cultures et les forêts, sur la qualité de l'air, sur la santé, les forêts, les écosystèmes et sur la biodiversité, etc. Au Congo, vous avez peut-être vu les images passées, les pluies diluviennes ne sont pas loin de trouver refuge auprès des populations qui se cachent toujours derrière ce fameux changement climatique. Qu'en est-il pour le Congo, dont 65% du territoire national est couvert par la forêt tropicale? Le Congo est considéré comme le puits de carbone, d'après ce que disent les spécialistes eux-mêmes, une réserve de biodiversité, mais qui n'est pas soutenue par la communauté internationale. Alors, qu'en serait-il du principe pollueur-payeur? Car ceux qui polluent ne doivent-ils pas payer pour ceux qui essaient de préserver autant que faire ce que l'environnement? Ne doit-on pas créer un fonds pour aider les pays du bassin du Congo, dont le Congo fait partie, et qui luttent pour préserver leur écosystème
forestiers. Alors, question qu'on se pose pour ceux qui vont prendre part à cette COP21, quels seront les enjeux? Quelle sera la parole qui va être portée par l'Afrique et le Congo? Va-t-il jouer sa partition et de quelle façon? Pour répondre à toutes ces questions, qui dans d'autres viendront, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau des éminences grises qui sont des professionnels et spécialistes de la matière qui nous diront quels sont, d'abord, la première question, les vrais enjeux de cette COP 21. Je vais d'abord poser la question à Madame Matono, qui est conseillère du chef de l'État, la question du développement durable. Merci beaucoup, M. Soni. L'enjeu de la COP 21, c'est d'abord avoir un instrument juridique contraignant. Parce qu'après le protocole de Kyoto qui s'est arrêté en 2012, nous devons avoir un instrument qui contraint les pays à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre afin que nous puissions établir ou garder la température à moins de 2 degrés Celsius. Donc c'est ce que tout le monde attend de Paris. Nous avons eu l'espoir qu'à Copenhague, on devait avoir cet instrument-là. Maintenant, c'est Paris. Les regards sont tournés vers Paris afin que nous sortons de là, de cette conférence, avec un accord juridiquement contraignant. On fixe un objectif. Est-ce que cet objectif est tenable? Et comment on peut arriver alors qu'il y a des pays qui polluent, qui sont fortement industrialisés? Est-ce qu'on peut arriver à tenir cet objectif? Et dans quelle échéance? Bien sûr. Si à la volonté politique, nous pouvons arriver à... Puisque nous avons eu le protocole de Kyoto, même si les grandes puissances comme les États-Unis n'ont pas ratifié ce protocole de Kyoto, mais nous avons eu le protocole de Kyoto qui a marché pour la première période d'engagement qui durait entre 2008 et 2012. Donc si à la volonté politique, nous pouvons arriver à cet accord. Mais les enjeux sont économiques, les enjeux sont autres pour les pays avec la récession actuelle. Les pays ont du mal à s'engager parce que qui dit instrument contraignant dit changement des technologies et autres, ça coûte cher. Et donc les pays hésitent, mais nous pouvons y arriver si à la volonté politique. Monsieur Tendele, si à la volonté politique on peut y arriver, mais on voit quand même que les pays comme les nôtres ne pourront pas peser. Quand je dis comme les nôtres, ne pourront pas peser dans la négociation. Est-ce qu'on va de façon solitaire ou on est dans un groupe ou un groupe de pays qui peut porter une parole pour pouvoir peser dans ces négociations? Merci M. Soni. Mais je pense que fondamentalement, sans volonté politique, on ne peut rien faire. Le problème du changement climatique est devenu un problème planétaire. Tous les pays qui sont concernés, il y a des conséquences économiques, sociales et politiques. Donc tous les pays doivent s'engager. Il y a ceux qui, certainement, ont plus de responsabilités que les autres. Naturellement, le Congo tout seul ne peut rien faire. Nous sommes en Afrique, il y a une position commune africaine, il y a une position commune des pays de la CAC, c'est ces positions que le Congo va défendre pour que nous, qui avons moins de responsabilités dans le réchauffement climatique, nous soyons honorés aussi à juste valeur. Monsieur Mimoto, on tourne, on parle environnement aujourd'hui, préservation de l'environnement et changement climatique, des mots qui viennent maintenant, qui reviennent de façon récurrente dans la bouche des Congolais, entre guillemets. Lorsqu'on a vu les dernières pluies diluviennes, les gens disent « Ah, parce qu'il commence à faire chaud, il pleut beaucoup, à l'époque il ne pouvait pas, et maintenant nous subissons ces conséquences. » Est-ce que c'est le fait de l'homme ou c'est le fait de la nature elle-même dont on a du mal à maîtriser? Aujourd'hui, il est clairement établi que c'est l'homme qui est au centre du dérèglement climatique, du changement climatique. Et pendant un moment, il y avait une grande partie
d'entre nous qui hésitions pour reconnaître que l'homme était au centre de ces perturbations, la science est venue nous aider à travers, par exemple, le groupe intergouvernemental d'experts travaillant sur l'évolution du climat. Et les recherches scientifiques ont mis en évidence la responsabilité humaine sur les changements climatiques. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute, c'est l'homme. C'est l'homme qui est monté du doigt sur ces changements climatiques. Et en termes d'appréciation, pour y arriver, on fait des comparaisons sur des périodes, les phénomènes qui se passent sur des longues périodes. À travers ces comparaisons, on se rend compte que les phénomènes ne sont plus les mêmes. Ce qui était attendu, on prend le cas de l'apparition, par exemple, de la saison sèche, la durée de la saison sèche, combien de temps devrait-elle durer? Dans le cas qui est celui du Congo, 3 mois en principe, 3 ou 4 mois, mais parfois ça dure beaucoup plus longtemps. Il y a également d'autres paramètres qui permettent d'apprécier ce changement ou ces changements climatiques, l'élévation de la température. Les moyennes sont au-dessus de ce qui est d'ordinaire connu. Deuxième paramètre, c'est la quantité de pluie qui tombe. Il y a également des règlements climatiques. Donc aujourd'hui, de façon claire et nette, c'est l'homme qui est responsable des changements climatiques. Oui, mais vous dites l'homme. Est-ce que les populations sont informées, sont au fait, sont au courant de ces mutations-là? Est-ce que vous faites suffisamment d'efforts pour que les Congolais sachent, enfin les Congolais en général, sachent que ces mutations-là peuvent être préjudiciables pour leur écosystème ou bien pour leur environnement? Il y a des réunions qui s'organisent, il y a des séminaires, il y a des ateliers qui sont organisés par-ci par-là, pas seulement entre experts, mais il y a des réunions de sensibilisation à l'endroit de ce qu'on appelle les différentes parties prenantes. Et à côté du pouvoir public, des experts, il y a des organisations de la société civile qui jouent le rôle d'interface entre les pouvoirs publics et les populations locales. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, mais si on peut comptabiliser le nombre de réunions de sensibilisation, ateliers de sensibilisation, séminaires de sensibilisation, il y en a eu énormément. Bon, peut-être que le message n'arrive pas à passer de manière assez forte, mais vous aussi, je pense que vous nous aidez, vous en tant que médias, pour assurer ce relais. On en parle depuis un moment et ces derniers temps, malheureusement, le phénomène s'est amplifié et nous avons le rôle de pouvoir aider la population à comprendre que les changements climatiques, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un leurre, c'est un phénomène, c'est un fléau, c'est même pas un phénomène simple, c'est un fléau avec les perturbations diverses, comme l'a évoqué tout à l'heure le DG Ténéré, sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Donc chacun de nous doit intérioriser la notion de changement climatique et regarder comment faire par rapport à ce nouveau phénomène qui nous ennuie. Monsieur Ossissou, introduisons toujours tous la notion de changement climatique et savoir ce que on peut faire pour informer nos concitoyens. Nous parlons de COP21, mais on demande aux gens, c'est quoi la COP21? Est-ce que c'est pas encore une fois de plus quelque chose d'abstrait et où on verra une délégation de beaucoup de Congolais qui vont aller en France? Pourquoi faire? Bon, je pense que ce qui a été dit par mes prédécesseurs est bien pertinent. Il faut quand même reconnaître que au niveau du Congo, concrètement, les populations vivent les changements climatiques, ou subissent même. Il y a quelques années, personne ne pouvait penser que la rivière Obangui, qui était navigable toute l'année, ne l'est plus aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a, de mon point de vue, en ce qui concerne la sensibilisation, la question de la conscience nationale. Est-ce que les citoyens ont conscience qu'il y a un problème véritablement qui se pose au niveau de ces changements?
Parce que... Comment peut-il savoir si vous ne faites aucun effort, vous les experts, les spécialistes, de leur expliquer ces mutations? Non. Ils vont construire en haut du côté de Namakoso, sachant que le sol est friable, les environnementalistes devaient leur dire que non, ce sol, on peut pas le construire. Elles subissent parce que lorsque vous allez dans nos régions, dans nos villages, elles-mêmes disent que nous constatons des changements, ne serait-ce que par les saisons, les périodes de la pluviométrie qui peut varier d'une zone à une autre. Nous savions il y a très longtemps que le Congo se trouvant à cheval sur l'équateur, pendant qu'il c'est la saison de pluie au nord, c'est la saison sèche au sud. Mais aujourd'hui, il n'est pas toujours évident de constater que cela est toujours vérifiable. Donc ce changement de saison qui a une influence sur les activités agricoles prouve à juste titre qu'il y a véritablement un problème et sur lequel la communauté, pas seulement le Congo, se mobilise. Et comme l'ont dit les autres, étant donné que ces dérèglements sont du fait de l'action anthropique, donc l'homme, effectivement, ce serait que l'homme qui doit être au centre des solutions qu'il faut apporter à cette situation. Mais je reste toujours constant en disant qu'il y a un problème de conscience nationale. Madame Anthony, quand on parle de l'homme, est-ce qu'il ne faut pas qu'on écarte les gouvernants qui ont aussi des choix économiques qui les poussent parfois à créer des articulations au niveau monde? Oui, monsieur Sonny, tout le monde est responsable. Cette responsabilité commune, elle est importante. Il ne faut pas se dire que c'est un problème qui concerne uniquement une catégorie de personnes. Quand on dit l'homme ici est à l'origine des changements climatiques, c'est l'ère industrielle. L'homme qui a créé, donc l'homme qui a voulu cette évolution, ce développement, aujourd'hui a fait qu'il y ait eu des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui ont créé ces changements climatiques. C'est cet homme-là, c'est de cet homme-là qu'on parle. Mais aujourd'hui, l'homme qui subit, l'homme africain aujourd'hui, il est vulnérable. Il subit les effets du changement climatique. Effectivement, votre question, c'est de savoir comment nous pouvons nous adapter à ces changements climatiques-là. Donc, des mesures d'accompagnement qui sont l'aménagement du territoire, comment un État fort peut interdire ses populations d'aller dans ces zones où ils se mettent eux-mêmes en danger. Ça, c'est les pouvoirs publics qui peuvent le faire. Mais la responsabilité, elle est commune. La responsabilité des changements climatiques, elle est commune. Et les effets nous touchent, nous tous. On ne dira pas que c'est seulement les pays développés qui ont induit les changements climatiques qui vont subir. Non, nous tous, nous allons subir les effets des changements climatiques, mais c'est reconnu aussi que l'Afrique est vraiment vulnérable parce que nous n'avons pas des mesures d'adaptation. Monsieur Ténéré, 65% du territoire national couvert par la forêt équatoriale tropicale, nous sommes, c'est pas le deuxième, le troisième, pour moi, c'est pas si on dit. Ça fait vivre aussi. Mais aussi, on vous dit non, il ne faut pas couper, sinon, vous allez nous priver de cette terre que tout le monde doit bénéficier. On n'est pas dans des problèmes. Oui, mais là, vous rentrez dans les enjeux du débat actuel sur les problèmes économiques liés au dérèglement climatique. Parlons un peu de façon globale pour l'Afrique. Vous savez qu'il est établi aujourd'hui que l'Afrique produit moins de 4% de gaz à effet de serre, mais c'est le continent le plus vulnérable. Et ça veut dire qu'il y a ceux qui ont contribué le plus au dérèglement climatique. Nous, très peu. Bon, est-ce qu'il faut parler en termes de compensation? Est-ce qu'il faut aller vers un principe de pollueur-payeur? Voilà des débats aujourd'hui à l'heure actuelle. On parle de la responsabilité commune, mais différenciée. C'est-à-dire que historiquement, il y en a qui ont plus contribué au réchauffement climatique. Donc, ils doivent faire plus d'efforts pour que les générations futures ne vivent pas ce que nous sommes en train d'aller si rien n'est fait. Nous venons de définir les objectifs du développement durable qui vont remplacer les OMD. Donc, il faut une autre manière de produire,
il faut une autre manière de consommer. Puisque l'homme est au centre du dérèglement climatique, nous devons repenser nos modes de consommation et de production. Non, moi je veux que vous reveniez. Nous, le continent africain, c'est celui qui subit le plus le dérèglement du changement climatique, Bien sûr. alors qu'il ne pollue pas. Mais c'est le fait que des pays développés. Est-ce que vous avez des moyens contraignants pour faire comprendre, je peux dire à vos partenaires, que nous qui subissons, quelles sont les contreparties pour que nous ne puissions pas subir, parce qu'on a aussi besoin de nous développer comme vous. Ben, nous faisons de la La gestion, parole ouverte, hein. Moi, nous faisons de la gestion durable des forêts dans les pays de bassin du Congo. Oui. Pour que nous gérons durablement nos forêts qui contribuent à stabiliser le climat, il faudrait que nous ayons des financements nécessaires. Et c'est l'objet des débats que nous allons avoir à Paris. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'adaptation, de l'atténuation. C'est vrai. Mais l'adaptation est coûteuse, c'est vrai. Mais l'atténuation aussi doit être coûteuse. Nous visons beaucoup plus l'atténuation parce que nous sommes des pays forestiers. Par la forêt, nous contribuons à atténuer les effets du changement climatique. Mais il nous faut des capitaux pour maintenir ces forêts. Sinon, mais écoutez, l'activité économique étant ce qu'elle est, je crains que nous ne suivons d'autres modèles. Mais il ne faut pas suivre les modèles des pays qui ont entraîné la situation actuelle. Monsieur, c'est sur la forêt fait vivre. Hein, le bois fait vivre aussi beaucoup de gens. Pas plus tard qu'hier, nous avons assisté à un spectacle où on a brûlé une partie du bois qui a été attrapé. Mais ça pouvait faire vivre ces commerçants. Pourquoi? Parce que vous voulez respecter les critères, les exigences de gestion rationnelle de vos forêts. Oui, il n'y a pas simplement le fait que la forêt fait vivre. Si on est tous inscrits dans une logique, c'est de participer ou de contribuer à l'effort de l'atténuation. Je pense que chaque pays... que l'effort soit seulement fait Attendez, d'un côté. je pense que chaque pays devrait prendre des dispositions à travers des réglementations pour que ce qui n'est pas accepté d'être fait ne le soit plus. Je vous prends un exemple très simple. Si nous sommes dans l'aménagement durable des forêts, ça veut dire que la gestion des forêts obéit à des principes bien définis, notamment dans les plans d'aménagement. Il n'est pas concevable que lorsqu'on a proscrit, par exemple, l'abattage des pachydermes, donc les éléphants, qu'il y ait à côté ceux qui le font. Et qui utilisent ces points d'ivoire pour faire le commerce. Il n'est pas ici. Il n'est pas également possible, lorsqu'on interdit de faire une exploitation illégale, donc les coupes frauduleuses, qu'il y ait à côté des gens qui le fassent, qui le font plutôt. À ce moment, nous-mêmes, on va être en train de se faire du tort, même si aujourd'hui nous disons que le Congo est le pays qui a le faible taux de déforestation. Mais il faut voir aux alentours de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il y a des zones qui sont mises en défense. Mais ça n'empêche que les populations s'octroient des superficies pour ériger leurs maisons et puis finalement en enlevant toute la biodiversité ou la végétation qui s'y trouve. Et lorsqu'arrivent les pluies, c'est ce dont l'on assiste. Érosion et tout. Mais c'est pourtant nous qui savions que c'est pas bon de faire ça parce qu'après il y a des conséquences sur la vie des citoyens. Mais moi, ce qui m'intéresse, Madame Antonio, je veux quand même comprendre. Vous prenez les gens qui sont peut-être des forestiers, qui vivent du bois, n'est-ce pas, de leur exploitation. Bon, ça leur donne des revenus. Et finalement, bon, ils ont fait, c'est pas des coupes frauduleuses, et puis bon, on a brûlé. Très bien, bon, c'est un préjudice, hein, c'est pas bien de tricher non plus. Mais en même temps, on voit quand même qu'à ce niveau-là, vous prenez des dispositions pour gérer de façon rationnelle vos forêts. Quels sont les côtés? C'est pas vos forêts, nos forêts.
Enfin bon, moi je pose la question, je me mets à l'écart des spécialistes. Ce sont nos forêts. La forêt, c'est une ressource, comme le pétrole, comme toute autre ressource. Et ça contribue à notre économie, vous le savez bien. Donc nous, on ne peut pas mettre nos forêts en cloche. On l'a dit à la communauté internationale, le Congo ne mettra jamais ses forêts en cloche. C'est-à-dire qu'on va garder les forêts non exploitées. Non, c'est pas possible. Nous avons dit, nous allons exploiter durablement nos forêts. D'où la gestion durable des écosystèmes. C'est dans la loi. Et donc chacun de nous doit respecter cette loi. Et ceux qui ne respectent pas la loi, malheureusement, vont subir ce que vous avez vu. C'est pas concevable, M. Sissou a dit, c'est pas concevable que nous puissions accepter que les gens aillent défricher ou aillent couper du bois frauduleusement et viennent le mettre sur le marché. Nous voulons favoriser une coupe légale du bois. C'est tout ce qu'on demande aux gens. On n'a pas dit qu'on mettrait nos forêts sous cloche et qu'on exploiterait. C'est une ressource économique, c'est une ressource nationale économique. Nous devons nous servir de cette ressource-là, mais durablement pour les générations actuelles et les générations futures. Non, mais lorsqu'on prend ces dispositions-là, il y a quand même une réelle volonté, entre guillemets politiques, de gérer de façon rationnelle cette ressource-là. Non pas seulement pour le Congo, mais peut-être au niveau planétaire, puisque... D'abord pour le Congo. D'abord pour le Congo, oui. Bon, ça participe aussi à atténuer cette espèce de dérèglement climatique. Voilà. Quelles sont les compensations que vous pouvez vous tirer? Et quand est-ce que quand vous partiez avec la COP21 ou dans la conférence où vous parlez de ces questions climatiques environnementales, vous y trouvez gain de cause? Parce qu'on a l'impression que vous donnez d'un côté, mais vous ne recevez pas de l'autre. Oui, on ne trouve pas gain de cause. C'est vrai que... vous êtes faible, si faible que ça, eh bien, vous ne faites pas peser vos ressources sur la balance. C'est au niveau des mécanismes de financement. Vous savez, on a mis en place le fonds vert, le fonds climat, mais dans les mécanismes de financement, dans ces mécanismes de mise en œuvre de ces financements, il y a encore des difficultés pour que l'Afrique puisse capter ces financements. Et nous nous battons au niveau international qu'il y ait équité dans le partage de ces fonds. Vous savez bien que ce sont les pays industrialisés qui contribuent à mettre en place ce fonds, l'argent qui est dans ces fonds. Et donc, très souvent, on a remarqué que l'argent repart vers ces communautés internationales. Et donc, l'Afrique ne reçoit pas grand-chose de ces financements. Donc, c'est d'abord, au niveau de la communauté internationale, on demande l'équité. Au niveau de nos pays, nous voulons avoir la capacité d'attirer ces fonds vers nous pour des projets de développement qui pourraient remplacer donc ces coupes frauduleuses. Par exemple, quelqu'un qui veut faire une activité économique peut faire du reboisement, aller couper son bois de sa plantation que d'aller couper dans une forêt naturelle où il n'en a pas le droit. Alors, monsieur Loumeto, finalement, on est quand même en difficulté. Faut-il constituer une coalition qui soit peut-être plus forte, plutôt que de parler d'une seule voix, pour ne pas qu'elle soit noyée dans le magma des grandes puissances qui ont parfois qui ont puni sur nous? On doit indiquer que en termes de discussion, en termes de négociation, il y a une certaine procédure pour le cas du Congo. On va commencer par le bas niveau, c'est l'Afrique centrale. Il existe un groupe de travail sur le climat où se retrouvent régulièrement les points focaux climat, c'est-à-dire les personnes désignées par les États pour constituer l'interface entre le secrétariat de la Convention cadre sur les Nations Unies, de la Convention cadre sur les changements climatiques et le pays, et les experts pour discuter de la question et pour faire des propositions. Quand on a dépassé le niveau du groupe de travail, tout à l'heure, un de mes prédécesseurs a évoqué l'espace COMIFAC, Commission des forêts du bassin du Congo, ou alors CEAC, Commission économique, Commission des États économiques d'Afrique centrale. Là également, on prépare une opposition qui se consolide et qu'on amène plus loin
on va quitter l'espace Afrique centrale pour le continent Afrique. Je veux simplement indiquer que nous préparons nos positions pour qu'elles soient fortes au niveau international. Et vous l'avez effleuré en disant, est-ce que seul on peut se faire entendre? Non. Il faut être à plusieurs. Il faut presque coaliser. Il faut avoir une position forte, bien structurée, pour que la voix soit entendue par les autres et qu'on soit capable de convaincre. Je voudrais revenir également sur une des questions que vous avez posées tout à l'heure. La valeur de nos forêts. Il y a une valeur économique. On coupe le bois, ça nous rapporte de l'argent, mais c'est de plus en plus ces dernières années, on parle des services écosystémiques. Donc les forêts rapportent également de l'argent en étant sur pied. On ne coupe pas, mais à travers la fonction de pouvoir récupérer les gaz à effet de serre qui gênent, qui induisent les fameux changements climatiques, récupération de ces gaz à effet de serre pour les transformer et mettre à la disposition de l'humanité l'oxygène qui nous est indispensable. Et cela a un coût. Une fois qu'on a gardé les forêts ou les arbres sur pied, on doit être capable d'évaluer combien ça coûte. Et vous avez certainement entendu parler de marché carbone. Donc on doit être capable d'évaluer le stock de carbone qui se trouve dans nos forêts. Et en ce moment-là, demander à la communauté internationale, puisque nos forêts rendent service à l'humanité, à la communauté internationale, quelle est la contrepartie? On dit de nos forêts ou des forêts de manière globale, poumon écologique. Ça veut dire que c'est important. Et la communauté internationale qui vient à nous, qui porte une attention particulière sur nos forêts, ce n'est pas un hasard, c'est que le service rendu dépasse le niveau national ou le niveau sous-régional. Ça rend service à l'humanité entière. Et cela a un coût et nos pays doivent être capables de le faire valoir. Et en ce moment-là, dans les régions internationales, comme les conférences de partis, nos pays doivent être suffisamment armés pour le dire et pour le revendiquer. Donc, dans les enjeux, il y a également ces éléments qu'on doit pouvoir aborder. On a évoqué la gestion durable de nos forêts. Dans nos forêts, il y a donc les arbres, mais il n'y a pas que les arbres. Donc, il y a également l'importance qui doit être apportée aux autres constituants de nos forêts. Les ressources en eau, les ressources en animaux, c'est important pour nous. Donc, dans la discussion, on ne peut pas l'ignorer, tout cela doit être mis dans la balance pour se dire, nous arrivons avec un patrimoine, vous êtes en face, qu'est-ce qu'on fait? La notion de responsabilité historique, la notion de responsabilité commune mais différenciée doit prendre aussi en compte ces éléments. Mais moi, j'ai un néophyte, je n'arrive pas à comprendre comment on peut évaluer ce stock carbone, parce que moi je me dis, bon, stock carbone de nos forêts, bon, c'est comment, c'est combien? Parce que pour aller à la négociation, il faut bien que les gens sachent ça représente combien, comment on fait pour calculer ça? C'est la science. C'est la science qui a des méthodes, qui a des techniques pour pouvoir déterminer la quantité de carbone qu'on doit trouver dans un arbre, dans une forêt, et après, ça se chiffre. On connaît la valeur qui est attribuée à une tonne de carbone, on multiplie par le montant dû à chaque tonne de carbone, et on a l'équivalent en monnaie. Ça prendra du temps parce que j'ai survolé la forêt comme on non, ça ne prendra pas du temps. Ça prendra la forêt il y a des images satellitaires, il y a des modèles économétriques pour arriver à une évaluation. Si vous voulez intervenir. Je voudrais réagir sur la question des mécanismes. Je pense que tout ce qu'on est en train de faire, c'est très bien, mais il faut regarder la situation au plan national. Quels sont les efforts que nous sommes en train de faire? La production intellectuelle, très bonne. La recherche, certainement très bonne également. Mais on a l'impression qu'on se situe à un niveau très élevé. Et je reviens toujours sur la question de la conscience. Je vais prendre un exemple simple. Lorsqu'on a la journée des morts,
vous voyez comment les gens se mobilisent pour aller déposer les jets de fleurs. Nous avons aussi la journée de l'arbre. Lorsque nous avons la journée de l'arbre, j'en venais tout à l'heure, si la conscience nationale n'est pas en phase avec la volonté politique, on a ce que je peux assimiler comme une force motrice qui est moins puissante que les forces négatives. À ce moment, la machine ne bouge pas. Chaque fois que nous avons la journée de l'arbre, je peux parler en connaissance de cause. Est-ce que vraiment il y a une mobilisation générale dans le pays? On dirait oui, il n'y a pas assez de sensibilisation, mais ça fait un peu quand même plus de 3 à 4 décennies qu'on a institué cette journée de l'arbre. Lorsque le président y va, parce que c'est toujours sous le haut patron du président, on se demande est-ce que ceux qui vont effectivement par conviction et en font un devoir citoyen. C'est là le problème. On a lancé la journée de l'arbre, on a lancé le pronard. Je peux vous en parler en connaissance de cause. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Mais chaque fois qu'on va à des arbitrages budgétaires, parfois on nous dit, mais c'est une activité nationale, pourquoi vous inscrivez dans votre budget? Après on dit, ah mais vous n'aviez pas inscrit dans le budget. Ah c'est votre affaire là-bas, les eaux et forêts. C'est pour ça que je pense que la conscience nationale, donc est-ce que le citoyen congolais, même les agents publics, les fonctionnaires, combien ont conscience ou comprennent ce qu'on va faire? Donc je pense que là c'est quand même un axe d'effort au plan national que nous devrions concentrer nos énergies pour faire que ça soit véritablement une question d'enjeu d'importance capitale. Autrement, on est parti de loin. Mais est-ce que les gens peut-être réussissent à aller planter un arbre parce qu'ils savent qu'il y a trop de forêts, on est le deuxième poumon du monde, pourquoi encore aller planter un arbre? C'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'on a aussi la main verte? Parce que avoir la main verte, oui. C'est... parce que c'est vrai que... Si, quand même. Oui, je suis passionnée par le sujet, vous le savez. Et donc, moi, je pense que l'arbre sert à l'économie. C'est-à-dire que les gens qui peuvent planter une forêt peuvent gagner des sous avec. L'arbre, on l'a dit, aujourd'hui, nos forêts nous aident à lutter contre les effets des changements climatiques. Donc, il y a l'effet social. L'arbre, c'est l'arbre de palabre. Donc, l'arbre sert partout. Et ça, le Congolais le sait, la connaissance traditionnelle y est. On ne va pas apprendre aux gens à utiliser ou à aimer l'arbre, parce que les gens le savent. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là, mais nous voulons juste dire que oui, vous avez raison, cet arbre qu'on allait derrière la maison, couper derrière la maison pour le bois de chauffe, il ne faut plus le faire. Il faut planter cet arbre-là qu'il faut couper parce que c'est quand même du bois massif, c'est quand même des espèces rares. Il ne faut pas qu'on les brûle tout simplement. On peut couper pour le bois de chauffe. Aujourd'hui, parce que nous savons que nos ménages utilisent encore le bois, le charbon de bois et le bois de feu comme source d'énergie domestique. On ne va pas interdire les gens à préparer leur nourriture avec du bois, mais utilisant le bois de plantation pour le faire. Et le Congo a été visionnaire avec cette journée de l'arbre qui concerne tous les Congolais, c'est une loi. Mais on attend que les officiels aillent planter pour que les autres accompagnent. Mais non, c'est une loi qui concerne tout le monde. Et tout le monde doit se réveiller le matin du 6 novembre et se dire que moi, où est mon arbre? Quel arbre je vais planter demain? C'est la question. Même chez lui à la maison, il plante son arbre. Exactement. Donc, le plus grand verger du Congo, ce sont les arbres fruitiers qui sont dans les concessions, dans les parcelles. C'est le plus grand verger du Congo. Monsieur Teni, on va peut-être marquer une petite pause publicité, question de respirer, et puis après, on reviendra sur la deuxième partie. On essaiera aussi de demander à nos concitoyens qu'est-ce qu'ils pensent de la COP21, parce que nous utilisons les mots savants, COP21, changement climatique, gaz à effet de serre. Certains ne savent pas ce que c'est, et puis après, on va voir que les experts, ils viennent nous dire, bon, les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe, etc. Et pourquoi est-ce que les gens ne sont pas au courant? Peut-être il y a un déficit de communication, des médias, j'en sais rien, mais des professionnels, peut-être aussi. On marque une petite pause de publicité et puis après on reviendra sur ce plateau pour la deuxième partie. On essaiera d'interroger nos compatriotes. Est-ce qu'ils connaissent la COP21? À la régie, si vous êtes prêts,
une petite page de publicité pour respirer. De fin d'année pour les 20 ans du groupe NCA, plus 10 ans de NCA Assurance au Congo. NCA Package Duo Assurance. Assurance auto plus assurance multirisque habitation. Bénéficiez d'une réduction de 20 plus 10 égale 30% sur la MRH. Assurance responsabilité civile chef de famille plus individuel accident. Bénéficiez d'une réduction de 20 plus 10 égale 30% sur les deux assurances. Assurance auto plus parrainage, deuxième véhicule, conjoint-conjointe, enfants, parents, personnes proches, bénéficiaient d'un bonus de 2 mois pour le deuxième véhicule. Assurance multirisque habitation plus parrainage, deuxième habitation, conjoint-conjointe, enfants, parents, personnes proches, bénéficiaient d'un bonus de 2 mois pour la deuxième habitation. Uniquement valable pour les véhicules à usage personnel, uniquement valable pour les contrats d'une durée de 1 an. Comment parrainer? Très simple, une copie de l'assurance NCA de votre parrain avec la mention bon pour parrainage, daté et signé à présenter auprès de nos agences et partenaires et votre bonus vous est accordé si votre contrat est annuel. De nombreux lots à gagner en fin d'année pour les meilleurs parrains. Profitez du package Duo Assurance de NCA pour vous assurer le même que votre famille, vos proches et vos biens. L'assurance ne coûte cher qu'avant le sinistre. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Détendre avec une bière Primus en main quand soudain un gars s'approche et commande une Primus. Et j'apprécie les gars qui consomment de la bière Primus. Ils portent des vêtements très élégants. Je lui demande, où les as-tu achetés? Je les fabrique. Quelle coïncidence! Je suis cordonnier. Pas celle-ci, je lui dis. Mais celle-là, oui. Puis le barman déclare, j'ai une idée. Puis le barman s'exclame. Quel est le problème, les amis? Il n'y a aucun problème. Quand on regarde notre parcours, on réalise qu'un lien, une conversation aura suffi pour tout déclencher. Rien n'embrase les rapports comme Primus. Notre moment. Beat Awards 2015, catégorie artiste Kunmalebo de l'année, Homme de la musique, Lulita, Mixstone, My Life, Fiji Benzo, J6, Poussou, Christy Leva, Tobina, c'est important Cholo, Longue Vie. C'est dur d'être endurant et de savoir descendre. Beat Awards 2015, catégorie meilleur clip de la diaspora. Abraham Wilson, Roche Leader, Mekadishkem, La vie est belle. Nick Lisa, Malembe.
Street, Fly Today, Telesmelec, Chicago. Vote pour l'artiste de ton choix en allant télécharger l'application Beat Festival sur Google Play ou rendez-vous sur la page Facebook du Beat Festival pour plus d'informations. MTN, everywhere you go. Retour sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de l'émission. COP 21, un enjeu planétaire pour quelle retombée au niveau national. Nous avons sur ce plateau Madame Rosalie Matondo, qui est conseillère du chef de l'État, chef de département de l'économie forestière, du développement durable, de l'environnement et de la qualité de la vie, en même temps coordonnatrice du PRONA. À ses côtés, M. Joël Stendele, qui est directeur général du développement durable, M. Jean-Joël Lumeto, qui est conseiller en environnement pour le ministère de l'Environnement et du Tourisme, et M. Jacques Ossissou, coordonnateur du projet Forêt et Diversification économique. Donc, avec nos invités, nous sommes en train de passer en revue cette COP 21 qui va s'ouvrir d'ici à la fin de ce mois à Paris en France. Et nous voulons savoir d'abord les enjeux et les retombées au niveau national. Mais avant de parler des retombées au niveau national, est-ce que nos compatriotes savent de quoi ils retournent sur cette énième, pour ne pas dire cette 21e conférence sur le climat? Alors, on a essayé de tendre le micro pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé, parce que le thème COP 21, changement climatique, tout ça, ça revient. Alors, on va essayer d'aller au niveau de la régie pour les écouter, et après on reviendra sur ce plateau pour le débat et la deuxième partie. À la régie, si vous êtes prêts, le micro-trottoir pour écouter nos compatriotes. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce débat sur la COP 21? Conférence internationale appelée COP 21. Avez-vous entendu parler de la COP 21? Si, j'en ai entendu parler à la télé. C'est une conférence mondiale qui réunit au fait tous les gouvernements du monde pour essayer un peu de discuter sur les problèmes climatiques qui se passent dans le monde actuel. Avec tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est peut-être ça qui cause les nombreuses pluies que nous constatons ces derniers jours-ci. Le changement climatique, on pense au fait aux différentes variations du climat. Par exemple, les années passées, on ne voyait pas des changements climatiques qui se constatent ces jours-ci. Bon, on ne sait pas ce qui peut nous amener à dire, ce qui peut nous penser à parler des changements climatiques. En fait, c'est l'industrialisation mondiale. C'est ce qui cause des changements climatiques dans le monde. Avez-vous entendu parler de la COP 21? Non, je ne suis pas au courant de ça. Bon, changement climatique, je pense seulement à je sais pas, soit qu'il faut parler, c'est le temps, les temps ont beaucoup changé, il fait maintenant trop chaud, il pleut presque plus toute l'année, bon, les inondations sont partout, on ne sait pas ce qui se passe maintenant là. Avant il pleuvait de temps en temps, maintenant il ne pleut plus, quand il pleut maintenant c'est des catastrophes. Bon, je comprends plus ce qui se passe. Bon, mais lorsque les médias parlent, surtout à l'écran, je crois que c'est là où on a à peu près certaines réalités de ce qui se passe. On dit que le climat a changé. Effectivement, le climat a changé. Il fait très très chaud. Moi j'habite la campagne, mais il fait très très chaud, excessivement chaud. Dans mon village, la pluie n'est arrivée que le 10 novembre. Mais je crois que c'est le changement climatique, les gaz à effet de serre, beaucoup de choses que vous dites qu'on comprend à moitié. Hein? Avez-vous déjà entendu parler de la COP 21? Non, je n'ai pas encore entendu parler de la COP 21. C'est que vraiment le ciel est très pollué. Bon, les usines, la fumée des usines vraiment font l'objet de déstabiliser la couche d'ozone. Lorsque on parle de changement climatique, nous pensons à une déclinaison de la vie. Donc la vie est en train de perdre des millièmes. Et on risquera même de se faire griller un jour parce que le déboisement, il faudrait que les Congolais puissent faire un effort pour reboiser leur pays pour qu'il y ait quand même l'amortissement de la chaleur.
Oui, puisque hier, on n'a pas vécu ça. Quand les parents ont construit les maisons dans lesquelles nous vivions, alors les pluies ne se succédaient pas comme ça. Donc ça fait partie du changement climatique. Il y a plusieurs causes. Nous voyons déjà, par exemple, actuellement, quand il pleuve, par exemple chez nous ici, il y a souvent trop de dégâts. Vous prenez dans le cas comme dans nos quartiers zone nord, vous allez après la pluie, il y a toujours beaucoup de sable des sables qui viennent du quartier vers Mikalo en haut. Et quand ça descend, ça bloque carrément l'avenue principale qui est vers le pont de Mikalo. Donc ça ne nous arrange pas. Et donc par rapport au changement climatique, les effets qu'on a parlé de ça dans les années, au moins 10 ans après, c'est maintenant qu'on commence à le sentir petit à petit. On ne sait pas l'allure que tout ce qui se fait avec les effets comme nos usines et tout ça, tout ce monde-là. C'est en ce moment-là que ça nous cause des problèmes. Aujourd'hui, par exemple, quand nous parlons sur ce changement climatique, si on voit bien les grands pays comme les États-Unis et la Chine, mais eux, ils sont les producteurs, les grands producteurs des industries, les grosses industries. Aujourd'hui, nous, on se conserve juste pour notre on se dit pour notre forêt, qu'on le conserve pour essayer un peu de garder ce climat, ces jours-ci, en permanence, avec toutes ces choses qui passent au monde. Tu vois, aujourd'hui, c'est juste le bassin du Congo qui reste, qui est le poumon de l'humanité. Et quand on essaie un peu de voir, mais comment un pays comme les États-Unis, ils n'arrivent même pas à signer ce traité de non-prolifération. Parce que tout ça, c'est vu, et ils se voient de leur côté industriellement, ça ne leur engage pas. Mais ça ne nous arrange pas aussi de notre côté, les Africains, avec tout ce qui se passe maintenant actuellement, avec les pluies. Donc vu. Nous sommes pas au-delà. D'abord, la réaction, Madame Akobo. Oui, c'est très intéressant de voir que les gens arrivent quand même à commenter ce changement climatique et à connaître la cause finalement. Les gens vivent ce changement climatique et il y en a qui comprennent que la cause, ce sont les industries. Et ils comprennent aussi qu'au niveau de la communauté internationale, il y a un problème d'engagement qui se pose. Les États-Unis ne se sont pas engagés à signer le protocole de Kyoto. C'est pourquoi nous disons que Paris, c'est un grand rendez-vous. Nous attendons beaucoup de la communauté internationale. Et je suis contente que les populations comprennent ça. Monsieur le Météo, votre réaction à l'écoute de ces petits micro-trottoirs? Oui, je pense qu'il y a des idées sur les changements climatiques et leurs effets. Mais au-delà, on voit bien la question de gestion environnementale. Quand on constate qu'il pleut, ensablement, érosion, inondation, globalement, il se pose un problème de gestion de notre espace, de gestion de notre environnement. Et comme on le disait tout à l'heure, nous sommes interpellés de par les actes que nous posons, de la manière dont nous gérons au quotidien notre milieu. Donc on devait faire un peu plus attention et les changements climatiques, malheureusement, on l'a déjà dit, vivons dans un, peut-être pas pays, un continent vulnérable. Les changements climatiques vont arriver pour amplifier les dégâts, amplifier les conséquences et on doit se prémunir. Et c'est pour ça d'un côté, on va parler d'adaptation par rapport aux phénomènes qui se présentent, comment s'adapter et davantage, comment atténuer ce fléau changement climatique. Donc, il faut de plus en plus qu'on en parle. Et pourtant, il y a quand même des occasions où on en a fait état et je voudrais profiter pour rappeler que depuis les années 2000, le Congo, par exemple, a eu un projet dit changement climatique. Projet changement climatique dans le cadre de la sensibilisation. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. On doit continuer à travailler et à en parler pour aider toutes les parties prenantes pour essayer
de faire extrêmement attention sur ce phénomène qui n'a pas de limite géographique. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, il faut que le problème, c'est le problème de déboisement. Bon, on entend, on associe deux expressions, déforestation et puis reboisement. Alors, lui nous a parlé aussi de déboisement. Alors, est-ce que ça ne viendrait pas aussi du fait que nous-mêmes, on ne gère pas très bien cet environnement-là, qui peut être à l'origine? Non, Sonny, je vais dire deux choses. La première, c'est qu'il a été démontré que le Congo, au niveau de l'Afrique centrale, c'est le pays qui a le faible taux de déforestation. Ça veut dire que, à travers la gestion durable que nous sommes en train de mettre en œuvre, on crée toutes les conditions où on prend toutes les mesures pour que on arrive à cette situation de déboisement. Parce que l'aménagement forestier, c'est quand même un exercice de planification qui permet justement d'organiser les prélèvements sans compromettre justement l'environnement. Mais je voudrais plutôt revenir à l'intervention du Conseil à l'environnement pour dire très bien que ceux qui sont interpellés ou ceux qui se sont exprimés sont à mon avis des personnes un peu éclairées. Mais est-ce que c'est la cible? C'est la cible. Parce que vous auriez interrogé les femmes du marché, vous auriez interrogé nos mamans ou d'autres personnes, mais je pense qu'il y a des faits qui ne trompent pas dans nos quartiers. Ouais, vous allez constater qu'une maman est en train de brûler, par exemple, c'est béni. Voilà, non, pas les bénis seulement. Elle a ramassé les déchets. Et même je voulais en venir aux décharges au niveau de la ville. Alors, elle dégage la fumée. Ça pollue. Il est même parfois difficile de marcher dans la ruelle. Mais si vous dites, ah maman, mais là, la fumée là dehors, on dit, bon, enlevez votre maison, allez la placer là où on ne pollue pas. Mais c'est pas anodin. Et je pense qu'il y a quand même un problème de conscience nationale. Si la personne est consciente que l'acte que je suis en train de poser nuit à autrui, je pense que ça, on aurait gagné. Mais laisser les choses se faire, c'est vrai, on va avoir des initiatives, encore que ces initiatives obéissent à des mécanismes et on a des critères d'éligibilité. Donc si nous-mêmes, on n'a pas conscience, on ne s'organise pas comme elle est en train de faire Madame Atondo au niveau du PONA, je vous dis que ça va être des problèmes. C'est vrai, ça va arriver certainement, avec l'effort de ceux qui sont plus lucides à comprendre les mécanismes, mais la population du bas, elle va continuer à subir. Oui, mais est-ce que le vrai problème, c'est pas aussi le problème de transmission d'informations, de pédagogie, qui incomberait au pouvoir public? Parce que c'est bien beau de prendre le citoyen qui n'est pas informé et de l'interdire de ne pas avoir ces réflexes classiques et traditionnels, alors qu'il n'y a pas un modèle qui est là en face de lui pour lui montrer ce qu'il faut rapidement faire. Je peux dire que le capital humain, investir dans le capital humain, à mon sens, c'est le fondamental. Oui, on dit que le Congo, on dit que le Congo représente plus de 50% de la population est jeune. Donc c'est cette jeunesse en réalité qui va tenir le flambeau de développement. Mais si cette jeunesse ne commence pas à comprendre ces phénomènes, donc à travers les enseignements qui sont dispensés depuis le préscolaire jusqu'à l'université, pour finalement c'est cette jeunesse qui, à mon sens... Elle ne peut pas se l'approprier s'il n'y a pas une volonté qui est un choix peut-être d'orientation générale du point de vue politique pour dire que nous voulons tel type d'enseignement pour nos enfants. Ça va de soi. Pour qu'ils s'intéressent aussi bien à l'environnement. Moi j'ai une lecture différente à faire. Moi je pense que 90% des gens qui ont été interrogés ont identifié le problème et ont posé
Oui, ils sont à chaque fois revenus sur le problème de déforestation, d'afforestation, tout ça. Donc c'est des gens qui sont conscients du rôle joué par la forêt. Vous savez que le secteur forestier chez nous, au Congo, représente 17 000 emplois, directs et indirects. Et c'est à peu près 10% du PIB. Donc nous faisons un effort pour que la forêt serve à atténuer le climat, mais il faudrait qu'en compensation, la communauté internationale nous apporte les capitaux nécessaires. Des initiatives sont prises au niveau africain aujourd'hui. En Afrique centrale, on a créé un fonds vert. Au niveau du Congo, on a créé un fonds vert et en création. Il faudrait que le fonds vert qui a été promis à Copenhague soit une réalité. Voilà les problèmes que nous allons poser lors de la COP 21. Parce qu'il y a un volet financement lors de la COP 21 qui se tient à Paris. Parce que nous allons gérer durablement nos ressources, oui, mais il ne faudrait pas que nos ressources puissent compromettre certainement certains équilibres économiques que nous aimerions atteindre. Voilà. J'ai entendu quelqu'un dire, je crois, hier, je suivais une émission, que si on ne nous vient pas en aide, nous serons nous aussi de suivre le modèle de développement qui relèverait du siècle. Il faut peut-être pas il faut pas faire comme ça, parce que la forêt, comme l'a dit Madame Antonio, c'est une ressource que nous devons utiliser pour satisfaire nos besoins d'aujourd'hui, mais il faudrait que la génération future en profite aussi. Maintenant, si on ne vous vient pas en aide, pour que vous puissiez gérer cette forêt-là rationnellement, non, je pense qu'il y a une spécificité. Il y a une spécificité pour la COP 21. On a demandé aux États de faire des contributions nationales. De dire, nous allons réduire notre émission de gaz à effet de serre de tel niveau. Voilà l'effort que nous allons faire sur le plan national. Mais pour atteindre tel niveau de réduction, nous avons besoin de l'apport de la communauté internationale. Donc, voilà. Nous avons pris l'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça nous coûtera tel montant. Nous avons besoin de la communauté internationale pour tel montant. Parce que les efforts ne doivent pas être faits par ceux qui polluent le moins possible. Et c'est là le débat. La COP 21 doit nous permettre de trouver des solutions à ce débat-là. On a même l'impression que ceux qui coupent les forêts, qui déciment les forêts, sont peut-être beaucoup plus... Oui, malheureusement, c'est le constat. On constate aujourd'hui que la communauté internationale récompense les mauvais élèves. Ceux qui ont un taux de déforestation le plus élevé, on va leur donner des financements pour leur permettre d'améliorer leur forêt. Nous qui avons un taux de déforestation le plus faible, on nous dit non, vous gérez bien vos forêts, vous n'avez pas besoin de capitaux. Non. On doit récompenser les bons élèves, pas les mauvais. Mais en termes de compensation, comme vous avez dit, j'entends le mot atténuation, aide, principe pollueur-payeur. Bon, tout ça, comment on peut faire pour mettre ça dans un package pour pouvoir peser auprès de cette fameuse communauté internationale, parce que c'est elle qui tient le cordon de la bourse finalement. Non, pour nous qui sommes des pays forestiers, nous sommes plutôt dans le sens de l'atténuation. Parce que nous faisons de la gestion durable des forêts, la forêt contribue à atténuer les effets du changement climatique. Nous avons besoin de financements pour que notre forêt continue à jouer ce rôle écologique. Mais si on ne nous donne pas, c'est ça la question. Mais nous pensons que les efforts que nous avons faits en créant un fonds vert, nous pensons quand même qu'ils devaient être attentifs, nous écouter. Très bien. Madame Antonio, j'ai quand même l'impression que le fonds vert, là, depuis qu'on l'avait créé, il n'y a pas encore un seul centime à l'intérieur. Si, il y a un peu le Congo a un fonds vert, c'est ça, non? En création. En création. Donc il n'y a encore rien. Rien. Bon, la décision politique est déjà. Le chef de l'État l'a annoncé à l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc que les fonds viendraient du baril de pétrole journalier. Donc ça, c'est déjà acquis. Et il reste maintenant à ce que ça soit fonctionnel. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est le fait que
nous avons une stratégie nationale de développement durable qui prendra en compte tous ces phénomènes d'aménagement du territoire, tous ces phénomènes de plans directeurs de ville, ainsi de suite. Moi, je crois que tous les secteurs sont concernés par cette stratégie de développement durable, et donc la question des populations devra normalement trouver réponse. Je voulais aussi dire que le Congo n'a pas attendu les financements internationaux pour être bon élève. Et nous avons fait les efforts dans la gestion durable des écosystèmes. Vous savez bien que c'est depuis les années 70 que nous avons commencé nos plantations industrielles. Donc le Congo n'a pas attendu en fait ces financements internationaux. Mais nous disons quand même qu'ils ont un droit de regard sur ce que nous faisons. Il faut qu'ils viennent en compensation, qu'ils viennent nous aider dans ce que... Actuellement, on parle des financements innovants pour essayer de contribuer ou de s'ajouter à l'aide au développement, parce qu'on s'est rendu compte que même l'aide au développement n'arrivera pas à résoudre des problèmes des pays vulnérables comme les nôtres. Je crois qu'à Lima, en 2014, si je ne me trompe pas, il était question on avait parlé plutôt du climat, n'est-ce pas? On est en 2015, je ne sais pas si on a fait une transition, on a essayé un peu de voir, de dresser le bilan de Lima, et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que nous faisons du saut de mouton, après que monsieur... Lima, c'était la 20e COP, donc la 20e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ça traitait du climat. Et Paris, ça va être la 21e conférence. En allant à Lima, il était question, entre autres, de préparer un nouveau texte pour remplacer l'ancien, le protocole de Kyoto, à travers lequel se dégager des engagements, on va dire prescrits aux pays industrialisés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la période d'exercice de ce protocole de Kyoto s'étalait entre 2008 et 2012. Et quand cette période d'engagement arrive à terme, la communauté internationale est un peu agacée. Et en 2011, à la COP de Durban, donc la conférence des parties qui s'est tenue en Afrique du Sud, sachant qu'on était à la veille de la fin de la première période d'engagement, il fallait inévitablement trouver une solution pour ce protocole de Kyoto qui se terminait. Est-ce qu'il fallait le reconduire, donc deuxième période d'engagement, ou ne fallait-il pas le changer? Les débats ont été lancés, on a mis en place, on va dire, un groupe de travail pour réfléchir sur un nouveau texte. Et c'est ce nouveau texte que l'on croyait être prêt à la COP de Lima, à la réunion de Lima, et qui serait, on va dire, signé à la COP de Paris. Malheureusement, à la COP de Lima, il y a encore eu quelques divergences, ce qui a conduit à organiser des négociations supplémentaires pour avoir un texte qui serait présenté à la COP de Paris. D'où, comme on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu énorme de la COP de Paris. Il faut inévitablement avoir un document qui doit régir la problématique changement climatique. Sinon, on va naviguer à vue. Donc, nous nous retrouvons devant cette situation. Je voulais en profiter pour aussi dire qu'en sortant de Lima, il était demandé à tous les pays de faire un effort pour montrer leur engagement dans la réduction des gaz à effet de serre. En ce moment-là, l'exercice, c'était de préparer un document intitulé « Contribution prévue déterminée au niveau national pour réduire les gaz à effet de serre ». Le Congo s'est engagé dans cet exercice. Le Congo a préparé son document avec deux scénarios. Le premier scénario, ce qu'on appelle le scénario tendanciel, c'est de voir comment les concentrations de gaz à effet de serre évolueraient sans intervention particulière. En prenant l'année 2000 comme référence, ensuite première évaluation en 2025, deuxième évaluation en 2035. Deuxième scénario, c'est comment
ces gaz à effet de serre évolueraient avec intervention. Avec intervention, ça veut dire des mesures appropriées et surtout l'appui de la communauté internationale. Et cet appui de la communauté internationale doit inévitablement passer par des contributions financières, le soutien financier. Aujourd'hui, les changements climatiques ont un coût financier. Donc, il a été noté que pour le Congo, si on ne fait rien du tout, à l'état actuel, les concentrations de gaz à effet de serre vont augmenter. En 2025, ces concentrations seront multipliées par 6. Et en 2035, ces concentrations, en 2025, multiplication par 3. Et en 2035, multiplication par 6. Et si on fait un effort à travers les mesures et le soutien de la communauté internationale, en 2025, l'augmentation ne serait que de 64%. Et ce qui nous permettrait en fait une réduction énorme. Et quand on arriverait à 2035, on aura réduit nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 40%. Donc c'est une contribution importante pour le pays. Mais pour y arriver, il faut inévitablement un arsenal, un accompagnement. Et on a parlé également de mécanismes de financement. Tout le monde est d'accord qu'il faut de l'argent. Il a été créé au niveau international le Fonds vert pour le climat et au niveau de la sous-région, le FEVAC, le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Il faut mettre de l'argent là-dedans qui doit être utilisé. Et il faut être capable pour le pays... Quand vous dites qu'il faut mettre de l'argent là, qui met de l'argent? Les États. Et est-ce qu'il y a une volonté réelle? Il y a des annonces. Pour que, voilà. Il y a des annonces au niveau pour alimenter le Fonds vert pour le climat. La question suivante, c'est quelle est la capacité des États à pouvoir accéder à ces ressources? Voilà. Donc, nos pays doivent mettre en place un système pour être capable d'aller chercher cet argent-là. Donc, nous devons renforcer nos capacités. Pour le cas du Congo, il y a une équipe qui a été installée pour réfléchir sur le montage de projets, puisque ça se passe à travers des projets, monter des projets pour être capable de pouvoir bénéficier de ce fonds. Donc les mécanismes existent, mais peut-être pas encore huilés, mais on travaille là-dessus. Je veux peut-être aussi, avec votre permission, dire qu'il y a des opportunités de sensibilisation en fait de nos populations. Tout à l'heure, on a fait état de la journée nationale de l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait au cours de la journée nationale de l'arbre? À côté de la journée nationale de l'arbre, il y a la journée mondiale de l'environnement. Chaque 5 juin, on doit célébrer, on célèbre la journée mondiale de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est des opportunités en réalité pour les États de sensibilisation des différents acteurs sur la bonne gestion de l'environnement. Donc ça passerait aussi par l'interpellation de ces acteurs sur la préservation de l'environnement, sur la gestion correcte de l'environnement. Et je voudrais terminer cette partie de l'intervention en rappelant que la volonté politique de notre pays aujourd'hui, c'est de promouvoir les industries. Et nous avons aussi indiqué que malheureusement, les industries vont être une source de pollution à travers les gaz à effet de serre. Et à côté, le contrepoids, c'est des mesures d'atténuation. Encore une fois, de plus, atténuation. Le pays va se développer avec les industries. Comment faire pour que ces industries n'aient pas des effets trop négatifs au niveau national? Donc, il faut de l'atténuation. Et dans la gestion environnementale, aujourd'hui, il y a une procédure qu'on est en train de promouvoir, c'est la réalisation des études d'impact environnemental et social pour gérer, pour prendre en compte les effets négatifs, les effets liés aux industries, les effets liés aux projets économiques à développer dans notre pays. Mais lorsqu'on sait les conséquences que ces industries ont générées, ont créées dans les pays fortement industrialisés, est-ce que ce n'est pas un mauvais choix que de suivre cette voie-là, monsieur le ministre? Mais on ne peut pas... On voit bien que nous sommes en train de payer les conséquences d'une industrialisation sauvage et non maîtrisée. Mais parce que la place de la gestion environnementale n'a pas été ou bien comprise ou bien menée. Je vais vous prendre un cas tout à fait simple. Nous parlons des forêts, mais si on quitte un tout petit peu le secteur forêt, regardons l'industrie pétrolière.
l'exploitation pétrolière aujourd'hui, le pays a décidé, les mesures sont là, pour que l'on s'occupe de ce gaz que l'on brûle, par exemple, sur la côte. Zéro torchage, pour réduire les effets négatifs liés au gaz à effet de serre. Donc il y a des mesures d'accompagnement pour que l'industrie qui est développée ait des effets maîtrisés. Donc on ne peut pas se passer de l'industrialisation, mais quelles sont les mesures d'accompagnement? J'évoquais tout à l'heure les études d'impact environnemental et social qui doivent être assorties d'un plan de gestion environnementale et sociale. Donc il y a des mesures qui doivent être respectées dans le secteur forêt. On a dit gestion durable des forêts. Sur le plan global de l'environnement, on va dire mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Il faut que ce soit respecté. Il y a des mesures qui sont là-dedans et tout le monde doit se conformer pour préserver notre environnement. Il y a une expression qui revient souvent, que peut-être nous contredit, l'économie verte. Oui. Ça vient, je crois que vous les spécialistes des forêts, vous en parlez. Alors finalement... Vous savez, M. Soni, le Congo a coordonné la position commune. Vous avez des nouveaux concepts ou bien... Non, c'est peut-être nouveau concept, mais c'est une pratique ancienne. Le Congo a coordonné la position commune africaine à Rio en 2012, quand on est sorti de la conférence des Nations Unies sur le développement durable. L'économie verte a été adoptée. Il faut mettre en place une économie verte dans tous les pays. Et qu'est-ce que l'économie verte? En fait, c'est une économie moins émettrice de gaz à effet de serre. C'est une économie qui respecte l'environnement. Et comme le disait Madame le conseiller du président tout à l'heure, nous avons élaboré, parce qu'au sortir de Rio, il a été décidé que chaque pays élabore sa stratégie nationale de développement durable. C'est ce que le Congo a fait. Et cette stratégie sera mise en œuvre à partir de 2006. Et dans cette stratégie, 2016, et dans cette stratégie, il est prévu le développement, la promotion de l'économie verte. Il est prévu une économie qui se mettrait en place pour lutter contre les effets du changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les études d'impact environnemental et social qui sont obligatoires, mais il faudrait que le pouvoir public, quand ils font des grands projets, que les études d'impact environnemental y soient menées. On ne doit pas l'exiger seulement au privé, on doit l'exiger aussi au pouvoir public. Quand on fait par exemple une route... on doit faire une étude d'impact environnemental et social. Voilà. Donc, c'est ça. Monsieur, si vous voulez réagir, parce qu'après, nous allons conclure, puisque nous sommes... Oui, on va conclure. Tout doucement, mais sûrement vers la fin de l'émission. Oui, je voudrais simplement relever que tout ce qui a été dit par mes collègues, c'est tellement pertinent sur l'approche du pays. C'est-à-dire qu'on a adhéré à la démarche internationale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La preuve, c'est que le Congo met en œuvre actuellement un programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, le RED+, qui intègre les questions de la gestion durable des forêts. C'est ce que les autres ont déjà dit. Mais parmi les mesures d'atténuation, nous avons un grand programme quand même, on n'en parle pas assez, le programme national d'afforestation et de reboisement. C'est quand même un programme national. Mais le premier signe fort, à mon sens, c'est que les Congolais devront être très attachés à ce programme si effectivement la volonté politique est en phase avec la conscience nationale. Je reviens toujours sur ce mot. Sur la conscience nationale. Voilà. Alors, nous ne pouvons, on a prévu sur 10 ans de mettre en place 1 million d'hectares. Mais le niveau de mobilisation, je dis bien le niveau de mobilisation, que ce soit des personnes physiques ou des ressources, je pense pas que ça puisse accompagner l'effort que nous sommes en train de faire au niveau du département. C'est une raison de ne pas... et c'est très dommage. Non, je plaide pour ça, parce que nous devrions prêcher d'abord par l'exemple. Si on veut bien
même ce que M. Lumeto vient de dire, c'est des mécanismes. Et pour accéder à ces mécanismes, il faut bien se préparer. Ça ne va pas être une rente, même s'il y a le fonds carbone, c'est ce que l'ARED est en train de faire. On a certainement le leadership au niveau d'assurer aux gens, mais on ne voit pas l'effort national, les citoyens. Attendez, je peux dire, est-ce qu'on peut compter avec nous, on va essayer de leur faire prendre conscience de ce qu'est la volonté du pouvoir. Autrement dit, si vous n'en parlez pas, les gens ne vont pas y adhérer. Quels sont les cadres qui plantent déjà ne serait-ce qu'un hectare de plantation? Bon, donc forestier. Ça va venir. Je disais qu'il faut avoir la main verte, mais peut-être que mais bien sûr, pas la main verte. C'est pour ça que raison pour laquelle on préfère faire autre chose que même aller construire sur les hauteurs de Namakoso, monsieur le conseiller. S'il n'y a pas un schéma directeur, un plan d'aménagement qui permet de dire que ces espaces-là sont des espaces exploitables, constructibles, mais les gens ils vont s'exploiter. Est-ce qu'un projet d'urbanisation, pas accéléré, mais ordonné, cohérent, est mis en place pour éviter que les Congolais à faible revenu aillent se mettre dans des endroits à risque environnemental? Et malheureusement, à ce niveau, on peut évoquer une responsabilité partagée. Il a déjà été noté. On ne peut pas dire une responsabilité de gouvernement. Il a déjà été noté que dans certaines zones, la zone est identifiée avec panneaux mis en défense, que personne ne s'y installe, mais pour des raisons diverses, on y trouve quand même des populations. Et c'est peut-être à nous d'expliquer pourquoi la zone est définie comme étant mise en défense. Quelles sont les conséquences, quels sont les effets négatifs? On sait que Brazzaville, par exemple, est sur un sol sableux, c'est un sol fragile. Et une fois qu'on a enlevé la couverture végétale, on a enlevé les plantes qui arrivent à fixer le sol, quand il pleut, cette pluie-là, elle décape. Et quand on est sur une montagne, et qui plus est, avec des routes ou des ruelles qui sont tracées dans le sens de la pente, l'eau qui va couler accélère et tout le sol qui est mis à nu va pouvoir partir et on vit des érosions avec les effets malheureusement déplorables que l'on sait. Donc il y a l'explication, il y a la conscientisation, de travailler ensemble pour véritablement montrer à tous les conséquences graves qui peuvent survenir de nos comportements. Madame Atondo, puisque nous sommes en train de conclure, j'ai appris une expression, la cogénération, c'est-à-dire que, alors, toujours dans le domaine qui est le vôtre, on est en train quand même d'évoluer pour la gestion des ressources non polluantes et puis à faible émanation de gaz à effet de serre. Oui, M. Soumi, en fait, le Congo, là encore, le Congo est pionnier parce que nous avons effectivement la cogénération qui est la production de l'électricité à partir de la biomasse. Et cette biomasse-là provient des déchets d'exploitation. Donc c'est une forme de valorisation des déchets. Et donc nous avons déjà dans 2, sinon bientôt 3 concessions forestières où l'électricité, je vous prends l'exemple de Pokola, où toute une commune est alimentée par cette électricité-là. Mais c'est une substitution d'énergie parce qu'avant, on brûlait du gazole pour alimenter la ville avec l'électricité qui a été cette fois-ci remplacée par la valorisation de cette biomasse. Donc nous sommes encore pionniers dans ce sens. Vous avez intérêt à faire connaître ça aux Congolais parce que si vous n'en parlez pas à la DRTV, personne ne saura. Mais c'est pareil que la centrale à gaz, hein, c'est pareil, c'est des substitutions. Oui. Nous avons, donc on l'a dit ici, par exemple, la gaz, c'est quand même la valorisation des torchères. La valorisation des torchères, mais ça coûte cher. En environnement, je crois qu'il n'y a pas de prix. C'est mieux d'avoir cette centrale à gaz que de laisser brûler ces gaz-là à l'air libre, et pour l'atmosphère et pour les populations, pour notre santé. Mais M. Ténéré, vous réfléchissez aujourd'hui pour les générations futures, pour ne pas de perdre ce que nous avons capitalisé ici. Mais la question que j'aimerais poser, comment faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sans compromettre les capacités de développement du Congo de demain?
Ça veut dire que nous devons changer nos modes de production et de consommation. C'est le changement de mode de consommation et de production passe par la sensibilisation, par l'éducation. Nous devons faire cet effort-là parce que, comme l'a dit quelqu'un, un de mes collègues ici, moi quand j'étais au lycée, j'étais au collège, le fleuve Congo jusqu'à Lubangui était navigable toute l'année. On partait de Brazzaville à Bangui toute l'année. Mais aujourd'hui, ce fleuve est navigable peut-être 6 mois sur 12. Nous devons nous interroger. Donc, il ne faudrait pas que nos petits-fils, nous leur disons, ce fleuve-là était navigable toute l'année, alors qu'à leur temps, il ne sera navigable qu'un mois dans l'année. C'est notre responsabilité. Nous serons responsables devant l'histoire. C'est comme nous disons en ce qui concerne les éléphants, les chimpanzés. Il ne faudrait pas que nous disons à nos enfants, regarde l'éléphant. Par les photos, par les images. Ils doivent peut-être les voir. Si nous les protégeons. Pourtant, il y a des lois qui les protègent. Mais il faut faire respecter la loi. Pourtant, il y a aussi des braconniers qui viennent. Mais on les appelle braconniers parce qu'ils ne respectent pas la loi. Voilà, mais il faut que la loi doit être dure vis-à-vis des délinquants. Nous, entre guillemets, ce que vous appelez les chefs. Madame Atondo, le dernier mot pour vous, pour conclure, parce que ça nous fait déjà plaisir. On n'a pas souvent des femmes sur ce plateau de son et tout. Maintenant qu'on a une qui en même temps qui est conseiller du chef de l'État, alors je vous donne la parole pour conclure. Quels sont les enjeux? Que devons nous attendre? Est-ce que les Congolais devront revenir de Paris satisfaits parce qu'ils auront porté la voix qu'ils portent? 3 choses. C'est d'abord cet instrument juridique contraignant. Le Congo y tient. Nous demandons à la communauté internationale et surtout aux pays pollueurs de signer ce protocole, cet accord, pour qu'on ait instrument de gestion des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième chose, le Congo demande à ce que, effectivement, nous ne dépassons pas les 2 degrés de température. Parce qu'on le dit, sinon, d'ici 2100, il y a même des pays qui vont disparaître de la carte de la planète. La troisième chose, nous avons demandé la mobilisation des financements. Donc les financements doivent être accessibles, pas seulement pour le Congo, mais pour les pays africains. Voilà donc les 3 choses que nous tenons à cœur, ces 3 choses-là pour la COP21. Et si nous venons avec 2 ou les 3, nous serons heureux. Voilà, je veux dire, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Ce soir, sans détour, parler d'un thème d'actualité. COP21, un enjeu planétaire. Pour quelle retombée au niveau national? Madame le conseiller vient de nous dire, ça sera la 21e conférence des partis, avec une échéance cruciale. Cette conférence doit aboutir à un accord, semble-t-il, ambitieux et contraignant. Ambitieux, parce qu'il faut limiter le changement climatique à environ 2 degrés à l'horizon 2100. Si on n'y arrive pas, une partie du Sahel finira peut-être par disparaître. Quand on voit que le climat dans ces zones-là, les températures dans ces zones-là atteignent les 40, 50, sinon 60 degrés, alors il faut craindre qu'à terme, qu'il n'y ait plus de gens qui y habitent. Alors, mais pour les pays tropicaux comme les nôtres où les pluies s'abattent à des cadences qui ne sont plus des cadences régulières, puisque les Congolais que nous avons interrogés, en observant les pluies qui se sont abattues ces derniers jours, nous ont dit, mais à l'époque de nos parents, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, il ne pleut plus nombreux, il ne pleut plus beaucoup, mais lorsque la pluie tombe, mais c'est vraiment, ça cause énormément de dégâts. Alors, responsabilité de l'homme ou des gouvernants, bon, on nous dit responsabilité partagée, mais faut-il encore que les pouvoirs publics impriment la marque pour que les populations suivent. C'est tout le bien que nous souhaitons à nos compatriotes. Alors, COP21, nous attendons que le Congo vienne avec quelques trophées, mais si sa voix s'associe avec celle des autres pays africains, certainement qu'ils pourront peser pour demander à ce que ceux qui font des efforts puissent bénéficier de quelques subsides et que les pollueurs, ceux qui nous mettent dans cette espèce de course effrénée au développement,
puissent être les principaux payeurs. C'est ce principe, le fameux principe du pollueur-payeur. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous vendredi à partir de 15h pour la rediffusion. Bonne soirée chez vous. Générique à la régie si vous êtes prêts. Passez une très bonne nuit.